Bonjour, je suis Martine Pellerin, je travaille à l'IREBS, donc Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Nouvelle-Aquitaine, et je vais vous présenter les résultats d'une enquête sur le comportement alimentaire des salariés en travail posté de 3 entreprises de la Haute-Vienne. Pour vous faire cette présentation, je suis à Limoges. Donc, ma présentation sera en 3 points, la présentation générale de l'étude, les résultats de l'étude et les pistes d'action pour les entreprises. Donc, cette étude a été réalisée par l'IREBS en partenariat avec l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Limoges, le CEBIMER, donc Centre d'épidémiologie et de biostatistique, de méthodologie de recherche du CHU de Limoges également, et l'association de santé au travail de la Haute-Vienne. Comme acteurs associés, donc, il y avait l'unité de nutrition du CHU de Limoges, notamment le professeur Desports, et bien sûr le financeur de l'étude, le Fonds français pour l'alimentation et la santé. Donc, nous avons enquêté dans 4 entreprises de la Haute-Vienne, des entreprises, donc, comme je le disais, du secteur industriel. Legrand, Frodenberg, Schneider Electric et DS Smith. Le contexte et l'objectif de l'étude. Donc, les études montrent, et puis les intervenants précédents nous l'ont montré aussi, que les horaires de travail atypiques ont des répercussions sur la santé. En particulier, elles augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et également le risque accru de développer un cancer. Face à ces pathologies, les comportements alimentaires, une alimentation équilibrée et une pratique d'activité physique régulière sont des facteurs protecteurs. La question que nous nous posions, c'était de savoir si les salariés qui travaillent en horaire décalé pouvaient adopter ces comportements favorables à leur santé. Donc, l'objectif, c'était d'interroger ces salariés pour décrire finalement leurs pratiques alimentaires et leurs représentations vis-à-vis de l'alimentation. Donc, nous avons réalisé une étude mixte, à la fois une étude transversale à visée descriptive et une étude qualitative, donc à partir d'entretiens semi-dirigés. Nous avons fait pour l'étude transversale un recrutement exhaustif, c'est-à-dire que nous nous sommes adressés à tous les salariés qui travaillaient en horaire décalé. Finalement, pour l'étude qualitative, nous avons interviewé 20 salariés. Les résultats de l'étude. Au niveau des répondants, donc nous avons en tout 209 répondants, dont 20 dans l'entreprise DS Smith qui ont répondu par questionnaire auto-administré. Pour les autres, les questionnaires étaient passés en face à face par les étudiants infirmiers. Le profil des répondants, donc quelques répondants qui ont moins de 26 ans, quelques-uns qui ont également plus de 56 ans, et pour le reste, les salariés sont à peu près à égale proportion dans les différentes tranches d'âge. Nous avons 37% de femmes et 63% d'hommes, ce qui est assez représentatif également des salariés dans ce secteur. Par rapport aux perceptions de l'équilibre alimentaire, environ 40% des personnes déclarent ne pas manger équilibré. Donc, en fait, quand nous nous sommes interrogés pour savoir qu'est-ce qu'elles considéraient comme un équilibre alimentaire, comme une alimentation équilibrée, elles nous ont dit qu'il s'agissait de manger varié, de faire des repas à heures régulières, de ne pas consommer trop de produits gras et sucrés et pas trop d'alcool. Donc, en fait, ces personnes considèrent qu'elles ne mangent pas équilibré et qu'elles surconsomment des produits gras et sucrés et qu'elles sous-consomment finalement des fruits et légumes. Par rapport aux répercussions du rythme de travail sur l'alimentation, presque 70% des personnes considèrent qu'elles ont des répercussions. Et également, près de 40% des personnes considèrent que ce rythme de travail a des répercussions aussi sur l'alimentation de la famille.
Donc, ces répercussions concernent le nombre de repas et le temps consacré à manger. En fait, elles mangent beaucoup plus souvent seules et également, on verra, font finalement moins de repas. Par rapport aux pratiques d'activité physique, à peu près 60% des personnes considèrent qu'elles ne font pas une activité physique conforme aux recommandations, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique par jour. Par rapport à l'alimentation sur le lieu de travail, nous avons vu que un certain nombre de personnes ne consommaient rien sur leur lieu de travail, et ceci, quels que soient leurs horaires finalement de travail. Nous avions également pu remarquer que environ la moitié des salariés déclaraient avoir des troubles finalement, ressentir des désagréments et qu'ils associent à leur alimentation. Donc, ces désagréments, hypoglycémie, ballonnement, etc. Les entretiens qualitatifs nous ont permis de voir que ces désagréments avaient surtout lieu quand ils travaillaient le matin. Hein, et on a pu aussi remarquer beaucoup plus de passages à l'infirmerie. Par rapport à l'alimentation et la santé, 15% des personnes, 16% considèrent que leur alimentation a des répercussions sur leur santé. Ces répercussions, ce sont des maladies, comme nous avons pu le voir, diabète, cholestérol, etc. Parmi ces personnes, en fait, environ 40% n'en parlent à personne. 35% font appel à leur médecin et 10% à des professionnels spécialisés. Ce que nous avions pu remarquer, c'est qu'ils étaient très peu nombreux finalement à le déclarer au médecin du travail. Par rapport aux ressources mises à disposition par les entreprises, puisque nous nous étions aussi intéressés à regarder ce que les entreprises proposaient. Donc, nous avons pu repérer que seulement 10% des personnes déjeunaient au restaurant d'entreprise. Nous avions 14% à peu près des personnes qui consommaient des produits qui étaient proposés dans les distributeurs. Et là, nous avons remarqué que l'offre dans ces distributeurs n'était pas équilibrée. Par ailleurs, 70% des personnes, un peu plus de 70%, nous disaient qu'ils n'avaient pas accès à des informations sur l'alimentation et la santé. Or, nous savons que les entreprises mettent de l'information à disposition. Et parmi ces personnes qui n'ont pas accès, ils étaient environ 60% à ne pas souhaiter avoir davantage d'informations. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le travail posté modifie les comportements alimentaires des salariés, qu'ils essaient de mettre en place des mesures d'adaptation, mais qu'elles ne sont pas adaptées, en fait, et que donc, ces comportements défavorables accentuent, en fait, les risques qui sont liés aux perturbations des risques biologiques. Et nous avons vraiment repéré que, en fait, les salariés en avaient conscience. Donc, à partir de là, nous avons souhaité travailler à des propositions pour que les entreprises puissent finalement améliorer cet état de fait. Donc, par rapport à ces pistes d'action, nous avons travaillé avec les partenaires précités, plus la direction de la jeunesse et des sports, départementale et régionale, pour pouvoir proposer un guide finalement pratique. Le premier élément, c'est de vraiment agir au niveau des entreprises pour qu'elles considèrent que si elles agissent au niveau de la santé des salariés, ça permet une meilleure productivité et une meilleure attractivité. Et puis, ça permet aussi de répondre aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Donc, quelle approche? En fait, la santé dépend de plusieurs facteurs et nous avons regardé chacun de ces facteurs en considérant que l'entreprise avait des leviers pour agir aux différents niveaux. Et c'est vraiment cette action à différents niveaux qui permet d'être une action efficace. Donc, par rapport au premier niveau, donc sur le plan politique et organisationnel, il s'agit en fait d'identifier le travail en horaire décalé comme un risque pour la santé des salariés.
et ensuite de pouvoir définir finalement des actions sur l'alimentation et l'activité physique comme une priorité dans les actions de santé et sécurité au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces actions sont essentiellement centrées sur les risques professionnels. Or, nous l'avons vu, il y a un vrai enjeu pour l'entreprise d'agir sur l'alimentation et la santé et l'activité physique. Agir pour créer des environnements favorables. Donc là, par rapport à l'offre alimentaire, c'est vrai que l'entreprise a différents leviers. Elle peut améliorer la qualité de l'offre. Elle peut aussi améliorer ce qui est proposé dans les distributeurs, proposer de la distribution de fruits, mettre de l'eau à disposition, favoriser les circuits courts, etc., etc. Par rapport aux environnements, toujours aux environnements pour promouvoir l'activité physique, l'entreprise peut mettre à disposition des équipements sportifs, encourager par une signalétique adaptée les salariés à se déplacer à pied, créer des associations sportives, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, qui existent déjà et qui pourraient être que l'on peut promouvoir. Agir pour favoriser la participation des salariés, c'est vrai que ça, c'est une dimension très importante en promotion de la santé, puisqu'on sait que si les salariés sont partie prenante, ils vont beaucoup plus s'approprier les choses. Donc, important d'associer les salariés à toutes les étapes du projet, de pouvoir s'appuyer sur les instances représentatives du personnel. Et nous avions soutenir les initiatives des salariés et nous avions vu également qu'il était important de pouvoir proposer des activités qui s'adressent également au milieu familial. Agir au niveau individuel, c'est peut-être ce que les entreprises font le plus. Donc là, des campagnes effectivement de communication, des actions d'éducation. Je pense que les intervenants suivants nous montreront quelques exemples d'actions qui permettent aux salariés de s'approprier finalement les informations, de pouvoir les mettre en pratique. Des actions de dépistage et également, ce qui nous semblait important, des actions pour favoriser la vie dans l'entreprise des salariés qui sont atteints d'une pathologie chronique. Agir sur l'offre en matière de santé. Donc là, il s'agit vraiment de rendre l'offre accessible à l'ensemble des salariés et particulièrement aux salariés en travail posté. Nous avons en effet pu constater que même s'il y avait des choses qui étaient faites, eh bien, les salariés, du fait de leurs horaires, y avaient très peu accès. Il s'agit aussi de pouvoir s'appuyer sur des ressources internes et externes et travailler aussi sur ce que l'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire faire en sorte que les informations délivrées soient accessibles pour tous. Comment agir? Donc, la méthode. Donc là, il s'agit d'une méthodologie de projet classique. Donc, constituer un groupe projet en s'appuyant sur les instances existantes, pouvoir communiquer assez largement sur ces actions, formaliser l'engagement de l'entreprise, définir les besoins, regarder les actions déjà existantes. Donc là, les enquêtes, c'était une manière de définir effectivement les besoins, définir des priorités, des actions, des moyens de mise en œuvre. Communiquer largement autour de ce travail auprès de l'entreprise, de ses salariés, etc. Et puis, bien sûr, suivre et évaluer les actions mises en place. Je vous remercie de votre attention. Les entreprises mettent à disposition de l'information. Nous avions au préalable rencontré les dirigeants d'entreprise, également les services de santé au sein de l'entreprise, services infirmiers, etc. Donc, il y a de l'information. Ce que l'enquête montre, c'est que les salariés ne la voient pas et que même quand ils ne la voient pas, en fait, ils n'en sont pas demandeurs. Et c'est pour ça que par rapport à ce que nous proposons auprès des entreprises, nous disons que l'apport d'information n'est pas le seul levier qu'ils ont et qu'ils ont bien d'autres leviers qui seraient sans doute beaucoup plus efficaces. Et que c'est très important que le milieu de travail puisse mettre en place ce que l'on appelle ces environnements favorables, en sachant que les salariés passent quand même beaucoup de temps dans l'entreprise et que si l'offre alimentaire est de bonne qualité, si les salariés ont la possibilité de pratiquer de l'activité physique, si effectivement on leur propose non seulement de l'information mais des actions d'éducation, etc., eh bien, il y a de fortes chances pour que cette situation s'améliore.
Voilà, c'est de dire l'information, c'est important, mais ça ne suffit pas. Et donc, il s'agit vraiment de développer des projets de plus grande envergure peut-être, d'inclure ces projets dans la politique finalement de santé et de sécurité au travail. Et là, il y a vraiment un enjeu majeur. Nous avons présenté les résultats auprès des entreprises concernées. Par rapport au guide d'aide à l'action, nous l'avons aussi diffusé auprès des entreprises. La phase que nous devions entamer, c'était effectivement de voir comment nous pouvions accompagner ces entreprises à la mise en œuvre de ces préconisations, finalement. Et malheureusement, la crise sanitaire étant passée par là, nous en sommes pour l'instant à cette phase. Donc, nous souhaitons et nous allons reprendre finalement lien avec les entreprises pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de projets. C'est encore trop tôt pour le dire. L'accueil du guide était plutôt favorable. En tout cas, auprès des 3 entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. Simplement, voilà, il nous reste à poursuivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises, les entreprises sont engagées dans des démarches de santé et qualité de vie au travail. C'est quelque chose qui a quand même beaucoup progressé sur ces dernières années. Donc, c'est un accueil plutôt favorable. Là où il reste encore du chemin à faire, c'est de les amener à considérer que l'alimentation et l'activité physique, finalement, peuvent être incluses dans ces politiques de santé et de qualité de vie au travail, parce que effectivement, très souvent, finalement, les politiques de santé, comme je vous le disais, sont centrées sur les risques professionnels. Et ces sujets, qui sont plutôt des sujets de santé publique, pouvaient apparaître aux entreprises comme ne relevant pas de leur responsabilité. Mais c'est vrai que le levier démarche RSE, RSO, etc., ce sont des leviers vraiment intéressants. Et aujourd'hui, nous avons des études qui montrent effectivement une amélioration aussi des performances, etc., de l'entreprise quand on agit sur ces sujets que sont l'alimentation et la promotion de l'activité physique. Donc voilà, nous avons un certain nombre d'arguments. Il reste encore, je pense, du chemin à faire pour vraiment les convaincre d'aller dans cette démarche. Mais c'est vrai que quand nous avons réalisé le guide, nous avons pu voir qu'un certain nombre d'entreprises étaient déjà engagées. Il existe déjà des choses. Ces exemples sont vraiment à soutenir, à diffuser. Et quand je parlais d'accompagnement, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un accompagnement à faire dans l'entreprise, et notamment auprès des instances finalement qui sont en charge de la mise en œuvre de ces politiques, notamment le CSE. Voilà. Donc, il y a à la fois pouvoir argumenter, convaincre les dirigeants, mais aussi accompagner les CSE dans ce type de démarche.